61 mètres d'envergure, 34 tonnes à vide, capacité découpage 27 000 litres, consommation d'essence 1600 litres à l'heure. Martin Mars, un avion extraordinaire. Debout là-dedans. Bienvenue à vous, donc vous êtes sur Lâcher Solo. Je suis Frédéric Marsali, journaliste pour la rédaction d'Aérobuzz, et nous allons commencer très très fort par parler d'une triste nouvelle. C'est Asiana Airlines qui vient de lâcher l'affaire, de dire voilà, voler en tant que passager sur un Boeing 747-400, chez nous c'est fini. Alors le vol a eu lieu le 25 mars dernier. L'avion en question était le HL 7428, donc c'est pas celui qui est en photo, c'est un autre. Il a effectué 2 vols entre Séoul et Taipei, j'imagine un aller-retour. Un avion qui a été construit en 98, qui a été aménagé avec 398 sièges en 3 classes, donc je pense que la classe éco, ça doit être très dense. Même chez eux, le 747 en tant que passager, c'est fini, la fin d'une histoire. La petite nuance par rapport à d'autres compagnies, c'est qu'Asiana Airlines va continuer à exploiter du 747-400, mais en cargo uniquement. Voilà, fini pour les passagers, mais l'avion a encore un petit peu de potentiel en cargo. Et effectivement, aujourd'hui, la plupart des 747 qu'on voit en vol sont des avions dévolus au fret. Ceci dit, comme on est tous des passionnés d'aviation, qu'on aime tous cette belle machine, je ne sais pas pourquoi, mais on l'aime tous, il reste quand même quelques compagnies sur lesquelles on peut encore voler en 747. Il y a Air China, il y a Korean Air. Alors l'essentiel chez Korean, ça doit être du 747-8, mais si vous avez des infos, je prends. On a aussi, évidemment, en Europe, la Lufthansa, qui est la dernière major européenne à exploiter du 747, 747-400 et 747-8. D'ailleurs, il y a quelques jours, les médias britanniques se sont fait écho d'un déroutement d'un 747 de la Lufthansa en vol transatlantique qui s'est posé à Heathrow. Et Heathrow n'avait pas vu passer de 747 passagers depuis très longtemps. Je crois que l'article que j'ai lu, alors je ne sais plus où il a été publié, ça faisait 8 mois qu'il n'y avait pas eu de 747 à Heathrow avec des passagers à bord. Sachant qu'à la grande époque des 747 de British Airways et de Qantas, Heathrow a été un nid de 747 bien plus que Roissy l'a été. Par exemple, quand je suis passé à Heathrow avec le 380, donc en 2010, oui, là, il y avait des 747 partout. Et aujourd'hui, il n'y en a plus. Voilà, c'est la fin d'une histoire. Le roi du ciel, la reine des cieux, tire sa révérence progressivement. Il reste heureusement quelques compagnies, donc en Europe, Lufthansa, sur lequel vous pouvez encore voler en tant que passager. C'est la vie, c'est ainsi va des flottes aériennes qui évoluent, qui se modernisent, qui effectivement deviennent plus efficientes, parce que évidemment, quand vous avez 4 réacteurs, vous consommez beaucoup plus de carburant que quand vous en avez 2. Et puis aujourd'hui, il n'y a plus besoin de 4 réacteurs pour traverser les océans, donc voilà. En tout cas, il reste du 747 cargo, et ça, c'est plutôt la bonne nouvelle. Finnair continue son développement, puisque la compagnie célèbre ce mois-ci son 100e anniversaire. Le premier vol avec passagers a eu lieu entre Helsinki et Tallinn. Alors, il n'y avait pas d'aéroport à l'époque, c'était un hydravion de la société Aero Oy, qui plus tard s'est développé et est devenu Finnair, mais à l'époque il portait le nom Aero Oy. C'était un hydravion, un Junker F-13 qui, avec 4 passagers, a relié le port d'Helsinki au port de Tallinn, donc en mars 1924. Donc ça fait 100 ans, et la compagnie célèbre donc son centenaire ce mois-ci. Les représentants de la presse aéronautique française ont été invités à un petit déjeuner à l'ambassade pour que justement la compagnie fasse un bilan de son existence et surtout de sa situation actuelle. Parce que Finnair est une compagnie très particulière. Alors déjà, c'est une compagnie nationale. L'État finlandais est toujours actionnaire majoritaire de la compagnie aérienne, et c'est une compagnie aérienne d'un tout petit pays. La Finlande, c'est 5 millions d'habitants, 5 millions et demi, et ils ont une flotte aérienne de plus de 75 avions de ligne. Donc la compagnie est totalement démesurée par rapport à la population du pays. Mais c'est voulu, c'est parce que c'est une compagnie qui a des velléités de développement à l'étranger, pas seulement les vols intérieurs. D'ailleurs, ils ont replié un petit peu les ailes sur des vols intérieurs. Par exemple, tout ce qui est liaison qui était effectué avec des ATR sur des
liaison, c'était des vols qui faisaient 150 km. Les avions ont été remplacés par des bus parce que c'était plus efficace. Et ce qui nous a été dit pendant la conférence de presse, d'ailleurs à ce propos, c'est que même avec des avions électriques comme ceux qui sont proposés par les startups comme Aura Aero, visiblement, ils ne repasseront pas à l'aérien pour des liaisons aussi courtes, même s'il y a des avions électriques qui seraient bien adaptés pour ces liaisons. Bon, un bus, c'est 50 passagers assez facilement. Effectivement, les avions régionaux électriques auxquels on s'attend ne feront pas tout de suite 50 passagers. Finnair continue son développement sur les lignes long courrier parce qu'ils ont une spécificité géographique très intéressante. C'est que quand on regarde une carte et quand on regarde les liaisons entre l'Europe et l'Asie, par exemple, j'ai pris au hasard 2 vols, Paris-Tokyo, Paris-Pékin, qui sont des liaisons aujourd'hui qui se font en direct. À l'époque où les jets avaient beaucoup moins d'autonomie qu'aujourd'hui, eh ben, on s'aperçoit que Helsinki pouvait faire une étape très intéressante, une escale très intéressante dans les vols vers Tokyo. En rouge, vous avez la liaison directe Tokyo, et en jaune, vous avez ici Helsinki-Tokyo, Helsinki-Pékin. Et on s'aperçoit que les routes sont très proches. Donc, partir de Paris, faire escale à Helsinki, refaire le plein de l'avion pour repartir sur une liaison longue distance, eh bien, c'était tout à fait cohérent. Et l'aéroport d'Helsinki s'est développé en tant que hub, et la compagnie Finnair a été très longtemps numéro 1 sur tous les vols vers l'Asie comportant au moins une escale, et elle l'est toujours, justement par sa position géographique. Et donc, si on a été invité à l'ambassade de Finlande pour discuter de la situation de Finnair, c'est parce que la compagnie, comme je le titre, Finnair la centenaire, escapée d'une double crise, au cours de ces 4 dernières années, elle a pris 2 crises majeures, mais pleine face. Évidemment, la crise du Covid, qui fait que pendant plusieurs mois, aucun avion Finnair n'a volé. Les avions étaient stockés, notamment à Teruel en Espagne et en Tchéquie. Et puis le redémarrage a été, comme pour toutes les compagnies, très lent. Les vols internationaux ont été très longs à repartir, y compris sur l'Asie, pour des raisons évidentes, puisque c'était le berceau du Covid et que c'est des pays, notamment la Chine, où le tourisme a du mal à repartir. Donc la compagnie aérienne a été très lourdement impactée par cette première crise. Et au moment où les vols commencent à repartir, 2021, arrive 2022, l'invasion de l'Ukraine par la Russie, et en rétorsion, l'espace aérien russe qui devient interdit aux appareils occidentaux. Et quand on regarde cette carte, on se rend compte que sur une liaison Paris-Tokyo ou sur une liaison Paris-Pékin, et on verra un autre exemple de Paris-Hong Kong, le survol depuis Helsinki du territoire russe est inévitable. Or, avec cette interdiction de l'espace aérien russe, la compagnie se retrouve dans une situation, mais alors un impact majeur et une crise majeure. C'est le genre de situation qui peut vous couler une compagnie aérienne. Finnair a su relever la tête en modifiant ses plans de vol, en modifiant ses liaisons, en réduisant drastiquement ses liaisons vers l'Asie. À sa grande époque, en 2019, c'était 40 vols par semaine entre l'Europe et le Japon. Et aujourd'hui, c'est la moitié. Pareil pour la Chine. C'est vraiment une réduction de la voilure sur ces liaisons-là, parce que aujourd'hui, la compagnie sur ces liaisons-là est peu compétitive pour une raison très simple, c'est que le temps de vol augmente de 3 à 4 heures. Donc forcément, le prix des billets augmente et la compagnie devient, par son hub, entre guillemets, mal placé, moins compétitive que les compagnies du Golfe qui ont des hubs à Doha et donc qui empruntent des routes sud, par exemple. Si vous faites Paris-Pékin avec une escale, aujourd'hui, vous ferez plus facilement escale au Moyen-Orient que dans l'Europe du Nord, évidemment en raison de la fermeture de l'espace aérien russe. Malgré tout, la compagnie a réussi à relever la tête, à surmonter l'épreuve. Alors, elle a basculé. Aujourd'hui, elle développe son réseau vers les États-Unis, vers l'Amérique. Et le directeur commercial nous a expliqué qu'ils avaient noté que la compagnie était très appréciée sur des liaisons qui permettaient de relier les États-Unis à l'Inde via l'Europe. Et puis malgré tout, les liaisons vers l'Europe continuent. Par exemple, Finnair a plusieurs vols quotidiens vers
Paris-Roissy, Helsinki-Roissy. Ils ont des vols Helsinki-Nice aussi, et ils aimeraient bien récupérer à nouveau une liaison Helsinki-Lyon, une liaison qu'ils avaient déjà eue il y a quelques années, mais qui avait été suspendue parce que les horaires n'étaient pas pratiques et permettaient pas des liaisons avec d'autres correspondances. Donc la ligne a été abandonnée, et en fait Finnair aimerait bien revenir à Lyon, mais à des horaires qui permettraient de faire des liaisons vers d'autres pays européens notamment. Ils avaient aussi eu un partenariat avec la SNCF. Alors, chose très étonnante, ils avaient communiqué un petit peu là-dessus après la crise Covid, dans le sens où ils proposaient des billets d'avion. Vous partez d'Helsinki, vous vous posez à Paris, et à partir de Paris, vous avez un billet de TGV qui vous emmène dans les villes françaises qui sont desservies. Bonne idée, sauf que en fait, ça marche pas. Le directeur commercial de Finnair a été très clair là-dessus, nous a dit, en fait, les gens n'en veulent pas. Et en fait, c'est lié surtout à un problème technique et qu'on n'avait pas vu venir, c'est que les systèmes de réservation de l'aérien ont des logiciels à eux, et les logiciels de réservation des trains ont des logiciels à eux, et les deux ne discutent pas entre eux, donc en fait ça marche pas parce que c'est très difficile à faire informatiquement visiblement, donc c'est pas compatible. Et donc ce qui partait d'une bonne idée techniquement est très compliqué, et puis finalement les gens ne le font pas. Donc quand les visiteurs finlandais viennent en France, ils vont à Paris, et puis après, ils se débrouillent peut-être pour prendre eux-mêmes les billets de train une fois qu'ils sont à Paris, ou alors ils commandent sur le site de la SNCF, je ne sais pas. En tout cas, il n'y a pas d'explication, et c'est un peu dommage. Bon, voilà, et en tout cas, voilà ce qui se passe. La compagnie Finnair prend deux crises successives vraiment violentes. Il y a beaucoup de compagnies qui s'en sont pas relevées, mais eux ont réussi, alors que c'est une compagnie d'un petit pays. Le relèvement est à ce point spectaculaire qu'ils nous ont donné des chiffres. Et les chiffres sont ahurissants. Le redressement de Finnair part de la situation économique de 2022 suivante, déficit de 160 millions d'euros. En 2023, ils font un bénéfice de 180 millions d'euros. Et dans le même temps, ils remboursent l'avance de 500 millions d'euros qui avait été faite par l'État finlandais au moment de la crise. Ils ont racheté des avions qui étaient en leasing, et ils se préparent à annoncer visiblement cet été, ils vont annoncer la succession de leurs avions monocouloirs cet été, donc ils vont investir dans des avions d'une génération plus récente. Alors la flotte de Finnair, très rapidement, il y a une trentaine de monocouloirs Airbus à 319, à 320, 321. Il y a des Airbus à 330, donc des 330-200 et 300. Ils ont des A350, ils en ont actuellement 17 en ligne et 2 à livrer. Ils ont une douzaine d'ATR 72 et une douzaine d'Embraer 190. C'est une flotte qui est relativement cohérente, qui n'a pas beaucoup de types redondants. Et ce que nous disait le directeur commercial, M. Sanchez, c'est que l'autonomie et les capacités de la 350 leur ont permis de garder un petit peu la tête hors de l'eau, justement à cause de cette crise, parce que pour faire les détours qu'ils sont obligés de faire pour leur vol qui existe encore vers l'Asie, l'autonomie du 330 n'est pas suffisante. Par contre, l'autonomie du 350 le permet, l'autorise, et surtout avec un nombre de passagers conséquent. Donc c'est un des facteurs explicatifs. Là, on a une des explications aussi, alors au revirement, c'est que ils continuent, par exemple ici, c'est leur liaison avec Tokyo, c'est qu'au lieu de partir vers l'Est, aujourd'hui, ils partent vers l'Ouest, ce qui rallonge notamment le temps de vol, puisqu'il n'est plus possible de passer par la Russie. Donc voilà le genre de détour que ces avions doivent faire pour rejoindre l'Asie. Donc on comprend mieux aussi pourquoi la destination des États-Unis devient stratégique pour eux, sachant qu'ils n'abandonnent pas l'Asie. En fait, ils ont des routes sud aussi. J'avais une capture d'écran d'un vol à 350 de Finnair qui venait de Hong Kong à Helsinki, en fait, qui prend une route sud et qui passe par l'Inde, justement, qui évite évidemment l'Ukraine. Donc tout ça rallonge beaucoup les liaisons. Bon, voilà, la guerre d'Ukraine, on connaît les conséquences qu'elle a sur l'ensemble du monde aujourd'hui. Les compagnies aériennes aussi. Malgré tout, Finnair arrive à surmonter, et c'était le message qu'ils voulaient faire passer. Alors ils ont aussi utilisé un procédé qui est assez inédit, c'est qu'ils ont loué des avions à des compagnies aériennes en positionnant des avions, par exemple à Doha pour le compte de Qatar Airways, ou à Singapour pour le compte de Qantas. Et ce sont des avions qui sont loués avec équipage, donc ça veut dire qu'il y a des vols Qantas qui sont assurés par des avions des équipages Finnair, notamment entre Singapour et Sydney. Et à Doha, je ne sais plus quelles sont les destinations qui sont desservies, mais en gros, la compagnie a proposé ses services
des avions qui étaient difficiles d'exploiter sur les liaisons habituelles, ont trouvé d'autres marchés et ont permis aussi de renforcer des compagnies aériennes qui, elles, avaient des besoins un peu plus importants. Ça fait partie des invitations auxquelles les journalistes sont parfois conviés. Ça s'est donc passé à l'ambassade, ça a duré 2 heures, c'était très sympathique. Et voilà la façon dont on a été accueillis. Donc là, on avait des petits pains, des petits roulets à la cardamome. Et puis, on est reparti avec un petit filet garni, avec un petit dossier de presse. Mais voilà, sur la table, il y avait des maquettes comme ça. Et moi, j'avoue que je serais bien, plutôt que de repartir avec les macarons, moi, je serais plus parti avec la maquette. C'est pas que je les collectionne, mais j'en ai un certain nombre ici à droite à gauche qui prennent la poussière. Malgré tout, ça, c'est le genre d'objet souvenir que j'aime bien. Donc, message aux compagnies aériennes, quand vous invitez. Alors, je comprends que quand vous invitez des journalistes de la presse généraliste, les maquettes d'avions, bon, ça les intéresse pas plus que ça. Mais quand vous invitez des passionnés d'aviation et des passionnés d'aviation commerciale, ça, c'est le genre de truc, ça, c'est le genre de petits souvenirs qu'on garde après précieusement. Bon, bref, ça c'était un petit clin d'œil. Petit point tourisme. Ce que nous disaient les gens de la compagnie Finnair, c'est que c'est la destination prisée en Finlande, c'est la Laponie. C'est parce que c'est la compagnie du Père Noël, et puis bon, les paysages nordiques. Aller voir une aurore boréale au cercle arctique, ça doit être quelque chose d'absolument sublime. Et en fait, la population principale qui prend Finnair pour aller en Laponie, ce sont les Français. Et en fait, la compagnie se pose la question de savoir comment développer le tourisme hors saison hivernale et hors Laponie. Je ne connais pas ces pays-là, mais j'imagine, et je vois bien que le tourisme en Suède, en Norvège, c'est des tourismes qui ne se font pas que l'hiver. Oui, effectivement, c'est des pays qui l'été doivent être intéressants. Alors évidemment, s'il y a moyen d'aller faire du Cessna 206 sur des lacs, nous, ça nous touche, mais il y a sûrement d'autres choses à voir. L'autre information, le Panavia Tornado, donc l'avion de chasse multinational européen des années 70, oui, des années 70, il fête ses 50 ans bientôt. Et on a eu la primeur de recevoir des images d'un appareil qui a été décoré spécialement. Ça, c'est les images de 1974, c'est le premier Tornado, c'est le prototype. Je pense que là, c'est au démarrage, alors un de ses premiers démarrages, ou alors le démarrage pour le premier vol. Normalement, ça se passe en Allemagne, et ça se passe en août 1974. Donc, vous avez le calendrier sous les yeux. Vous voyez bien que on n'est pas en août encore. Donc ça, ce sera l'anniversaire du mois d'août. Ça, c'est le prototype, sans doute un de ses premiers démarrages ou le démarrage pour le premier vol. Et 50 ans plus tard, il y a cet avion de la Luftwaffe qui a été décoré spécialement pour commémorer ses 50 ans. Vous allez me traiter d'hérétique, mais je le trouve pas mal. Parce que le Tornado, faut quand même être honnête, c'est pas l'avion le plus élégant du monde. Il a toujours porté des décorations qui étaient un petit peu hard, mais moi la déco là je la trouve sympa, alors parce qu'elle est bariolée, parce que la mise en scène est pas mal, mais moi je le trouve, alors c'est un cauchemar de maquettiste à reproduire ça, je suis sûr que les gars qui vont s'y coller, ils vont se faire des nœuds au cerveau, mais je trouve la déco assez spectaculaire, finalement plutôt pas mal pour une déco spé, elle claque. Voilà, donc j'étais content de vous le montrer. Tornado 43-92, donc de la Luftwaffe. Alors, on va revenir un petit peu sur le programme Tornado. Donc, c'est un avion d'attaque au sol, essentiellement, qui a été donc construit pour remplacer les F-104 Starfighter, donc à partir du début des années 70. Donc, il y a 3 pays principaux qui sont l'Italie, l'Allemagne et la Grande-Bretagne, qui sont impliqués dans le programme. L'avion fait donc son premier vol le 14 août 1974 à Manching. Donc à l'époque, c'était en RFA, République fédérale d'Allemagne, dite Allemagne de l'Ouest. Les premières entrées en service, c'est 1982. Et donc les avions, l'avion a connu un certain succès, puisqu'il a quand même été construit à 977 exemplaires. C'est pas un chiffre anodin, le Rafale n'y est pas encore, par exemple. Alors, le dispatch des clients se fait de la manière suivante. Il y a eu 100 Tornado pour l'Italie, et l'avion est toujours en service. 120 pour l'Arabie Saoudite, toujours en service. C'est le seul succès du Tornado à l'export. 359 pour l'Allemagne. Le retrait de service des derniers est prévu aux alentours de 2030. L'avion est entré en service à la fois dans la Luftwaffe et à la fois dans le Marineflieger, mais dans les années 90, les avions du Marineflieger, donc l'aéronautique navale allemande, qui n'a pas de porte-avions, c'était des avions basés à terre, d'attaque anti-navire, ont été affectés à la Luftwaffe. Alors, un petit chiffre, en 2015, il restait 29 Tornado ECR et 94 IDS. Alors, IDS, c'est les avions d'attaque au sol. Les Tornado ECR sont les Weddwesel, ce sont les avions de lutte anti-radar et de guerre électronique et de reconnaissance. Et 398 Tornado pour le Royaume-Uni, donc
Il restait 2 escadrons en 2018 et les avions étaient finalement retirés du service en 2019. La question est de se dire, est-ce que cet avion finalement n'a pas été un échec commercial? Oui et non. Il n'a qu'une seule vente à l'export, mais on voit qu'il a été commandé massivement par les pays qui en avaient besoin. L'avion a un paquet de missions de guerre. Il a quand même été engagé donc évidemment en 1991 sur la guerre du Golfe avec les Tornados de la Royal Air Force. Et il me semble que les Saoudiens ont participé aussi. J'ai un petit doute, ce sera vérifié. Puis derrière, il y a eu l'Afghanistan, il y a eu le Levant. Ils ont même combattu en Libye. Bon, c'est un avion qui a un paquet de missions de guerre. Dans la guerre du Golfe, il y a eu des pertes. Il y a un équipage qui s'était éjecté, qui avait été fait prisonnier. Puis je crois qu'il y a eu des équipages perdus sur des missions à très basse altitude. Parce que, évidemment, c'est des moon movers. Donc, c'est des avions qui rentrent dans les bulles des manpads. Donc, c'est des avions qui prennent énormément de risques. Comme les Jaguars. Oui, c'est un avion qui est presque aussi beau que le Jaguar ou le Sukhoi 17. Et au moins, on ne les confondait pas avec les Irakiens. Oui, à voir aussi si le fait qu'il était à géométrie variable n'a pas fait qu'on pouvait les confondre avec des Iraniens, par exemple, avec des F-14. Il n'y a pas eu de frat à ce niveau-là. Voilà l'avion encore, je continue à le regarder. Je le trouve pas moche, moi, ce Tornado, je le trouve même plutôt sympathique. Voilà, alors ça, oui, ça c'est la version qui me fait rire. Pardon, excusez-moi, c'est le Tornado F3, c'est le Tornado de chasse. Alors autant comme avion de combat, basse altitude, le Tornado, c'est une bête qu'on voit. Autant la version de chasse, d'interdiction, d'interception, elle fait rire tout le monde. La fameuse pub, c'est eux qui en parlent le mieux. Le Tornado F3, pour moi, ce sont les pilotes de Crusader de l'aéronautique navale qui en parlent le mieux. Ah, ça a été contre les Anglais. J'aime bien me battre contre les Anglais. Ils sont bons, mais là, ils étaient venus ce qu'on appelle en NATO Squadron Exchange. Ils étaient venus donc avec leur Tornado F3 ici. Et, euh, et coup de chance dans ces présentations-là, donc en armement, on est quand même assez inférieur. Et coup de chance, on était arrivé jusqu'au contact visuel sans qu'ils nous aient tiré avec leurs missiles longue portée. Alors là, ça a été là le Lali. Parce ils ont été assez surpris. Je ne sais pas par quel phénomène, ils n'ont pas vu arriver dans leur radar où ils nous ont perdu, on a réussi à leur faire perdre le contact et ils ne savaient pas du tout d'où on arrivait. Il faut savoir que le Tornado, au départ, c'était un avion d'attaque au sol qui était prévu pour être utilisé basse altitude uniquement et donc il était motorisé en conséquence. Et quand ils en ont fait une version de défense aérienne, ils n'ont pas touché au moteur. Et du coup, ça en fait un avion qui est assez, c'est un veau. Au-delà du niveau 250, c'est un veau. Il fait plus rien. Et le Crusader, c'est exactement l'inverse. Donc, on est arrivé par en haut, et là, ça a été un assassinat. C'est terrible. Ils ont mangé. C'est l'extrait d'un CD qui avait été fait par le CPA dans les années 98-99 sur l'histoire du Crusader français. Le pilote que vous avez entendu, c'est Sido, un pilote de la 12F qui après a continué, je crois, il a terminé sa carrière à la 59S sur Falcon. Qui racontait donc un engagement avec les Crusaders contre des Tornado F3. Et comme vous l'avez compris, à partir du moment où vous aviez échappé aux missiles longue portée en combat aérien à moyenne et haute altitude, c'est un avion sur lequel vous pouviez faire n'importe quoi. C'était défonce totale. Et comme il le dit à la fin, les Tornado F3, ils ont mangé. Par contre, le Tornado en version de chasse et en version de bombardement, alors par contre, il avait un domaine de prédilection, la basse altitude, et comme le précise notre ami Waterfall 2023, il a participé à la guerre du Golfe, mais avec des pertes dues au type de mission basse altitude et plus tard engagé en moyenne altitude, mission dans la deuxième phase à partir de fin février. Pas d'amalgame avec le Jaguar. Effectivement, le Jaguar, le Jaguar c'est pareil, il me semble qu'au début, les premières missions sur Al-Jaber, c'est de l'attaque à basse altitude, et après, les avions sont remontés. Et l'attaque d'Al-Jaber, si je me souviens bien, il y a quand même eu 2 Jaguars qui ont morflé sévère et qui sont rentrés. On aurait pu perdre des avions ce jour-là. Alain Mahagne et Hummel. Hummel qui prend un SAM et qui ramène son avion, et l'avion est donc au musée de l'air. C'est beau de l'avoir préservé avec ses dommages de guerre, et magnifique. Et donc Mahan qui a pris une balle de Kalachnikov dans le casque et qui était un petit peu dans le cirage et qui a eu du mal à revenir à la base. Mais oui, c'est waouh.
Oh, ça, c'est une belle histoire aussi. Et les deux témoins sont là pour raconter leurs histoires. J'étais présent quand Memel avait raconté son aventure. C'est la façon dont il racontait, c'était vraiment génial. Ouais, c'était une belle histoire. Mais pour revenir au tornado, parce que c'était quand même le sujet, dans les années 90, il était très fréquent sur les meetings aériens. Et bon, au final, on m'en lassait un peu, mais aujourd'hui, il me manque. Dans les meetings aériens, des tornados, on n'en voit plus. Or, c'est pas l'avion le plus démonstratif du monde. Par contre, à la mise de gaz, pleine PC, frein serré, les vibrations, le sol qui vibre, ah, c'était physique, c'était des démonstrations qui touchaient physiquement les gens. Incroyable, extraordinaire. C'était au niveau acoustique, je pense que c'est un des avions les plus bruyants que j'ai jamais entendu, même limite douloureux parfois, plus que le Fantôme. Et alors évidemment en meeting, c'est des avions, ils faisaient des passages bas rapides, ce n'était pas des voltigeurs. Mais c'est qu'est-ce que c'était impressionnant, vraiment. Et ça manque de plus voir de tornado dans les meetings. C'est une belle puissance, quand même. Voilà. Donc, eh ben, parce qu'on aime bien le tornado, je vous ai mis la vidéo donc, dont je vais vous passer des extraits. Ça se passe au Pays de Galles en 2019, dans un endroit qui est connu sous le nom de Macloop. En fait, sont des collines au Pays de Galles qui forment, dans lequel la Royal Air Force a un circuit d'entraînement au vol à basse altitude. Et quand il y a des exercices dans cette zone-là, bah, les spotters se passent le nom, se passent le message et se postent sur les collines. Et voilà le genre de vidéo qu'ils ramènent. Enjoy. Moi, ce genre de vidéo, je peux passer des heures à les regarder. Mais ce que j'aurais le plus envie, c'est d'être là-haut sur la colline, en train de faire des photos ou des vidéos, parce que franchement, des passages comme ça, c'est fabuleux. Là, alors là, le tornado, il est dans son élément, il est vraiment. C'est comme ça que ça doit s'utiliser, c'est comme ça que ça vole, et c'est vraiment. Pouf, ça doit être terrible. Alors, les gars qui font le MacLoop, alors après, ça dépend des exercices, mais les premiers à avoir vu, par exemple, passer les F-35, ou alors il y a même des C-130 ou des A400M qui suivent ce circuit. C'est un circuit qui est codifié, que les pilotes connaissent, et ça leur permet de s'entraîner au vol à très basse altitude et dans le relief. L'endroit a été choisi parce qu'il y a quand même peu de personnes qui y habitent, donc les nuisances sonores impactent relativement peu de personnes, mais on l'a vu sur la dernière séquence, là au bord du lac, il y a des maisons. Alors évidemment, l'avion tourne un peu, mais vu le bruit qu'ils font, vu les trajectoires qu'ils ont et vu comment ça doit résonner au niveau des montagnes, je pense que les gens sont au courant quand il y a un exercice. Ça fait partie des endroits, il y a quelques endroits comme ça dans le monde, donc le MacLoop en Europe. Aux États-Unis, vous avez la Jedi Transition, je crois que c'est en Nevada ou dans la Californie, ou à la limite des deux États, où pareil, on peut voir des avions de chasse jouer dans les canyons. Je sais que dans le Massif central, il y a des endroits où on voit régulièrement passer des avions de chasse comme ça dans ces altitudes-là, mais il n'y a pas d'endroit de spot particulier, ou alors il n'y a pas d'information. Il y a sans doute moins de passages, alors je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà un bon point de spot. Quand il y a un peu de trafic, ouais, ça doit être vraiment absolument fabuleux. On va regarder ce que ça donne de l'intérieur très rapidement. Voilà, vous êtes à bord d'un Tornado GR4 de la Royal Air Force sur le MacLoop.
Bon, voilà ce que ça donne en vol. Bah, sur le Tornado, on va voir un petit peu ce qui va se passer pour l'anniversaire. Est-ce que l'avion décoré fera un petit peu les meetings en Europe? On croise les doigts. Et pourquoi pas le voir en France? Ce serait pas mal, ça changerait un petit peu et on va dire que c'est un vœu pieux. On aimerait bien qu'il soit présent sur un ou deux meetings. Je pense que ceux qui vont au Tatou cet été vont le voir, parce que ça, c'est le genre de manifestation où les Allemands mettront un avion. Après, est-ce qu'ils seront présents, par exemple, au meeting de Chambly ou au meeting d'Albert? Albert, ce serait pas mal, parce que je pense qu'Albert, j'y serait pour les raisons que vous savez. Dernière news, on va parler de cette machine-là. Parce qu'enfin, on a des nouvelles du Martin Mars. Pour ceux qui l'auraient pas reconnu, le plus lourd bombardier d'eau, enfin Hockoper au monde, qui était en service au Canada, en Colombie-Britannique entre 1960 et 2015, 2016. Enfin, il a été retiré du service un petit peu avant. Donc on est en mars et on va parler du Mars. Oui, il était temps. Alors, le scoop qui est tombé cette nuit, pour rien vous cacher, il était à peu près 1 h du matin. J'allais couper l'ordinateur. Je fais un dernier passage sur Facebook et je tombe sur un post d'un musée et qui annonce que c'est eux qui vont recevoir le Martin Mars. Ils ont réussi à signer le deal avec Coulson pour acheter l'avion. Alors, il s'agit du musée, évidemment, du British Columbia Aviation Museum qui se trouve sur l'île de Vancouver, donc en face la ville de Vancouver. La grande ville la plus proche, c'est Victoria. Il est sur l'aéroport de Victoria. C'est à 130 km de Sprout Lake. Donc, ils ont conclu le deal avec Coulson. On savait que l'avion était à vendre. Il avait été annoncé dans un premier temps à 3 millions de dollars, et puis il avait été mis aux enchères, enfin, il avait été mis en vente sur un site spécialisé, Millennium, et j'en avais fait une brève à l'époque. Il était à vendre 5 millions. Et là, maintenant, bah voilà, ça y est, le deal est conclu entre le musée et Coulson. L'avion, alors, on ne sait pas encore à combien il a été acheté, mais ça va se compter en millions de dollars. Je pense qu'il y a eu une négociation. Donc, le musée met de l'argent et surtout la province de Colombie-Britannique met aussi la main à la poche pour financer l'acquisition de l'appareil. Et la grande nouvelle, c'est qu'il y a de fortes chances que le convoyage se fasse par les airs et non pas par route. Parce que, bah, comment dire, l'avion, on va en quelques chiffres, hein, il fait 61 mètres d'envergure, il fait 34 tonnes à vide, en 75 à pleine charge. Sa capacité donc d'écopage était de 27 000 litres et sa consommation d'essence, c'est 1600 litres à l'heure. Bon, malgré tout, il est sans doute plus économique de lui faire les 130 km par voie aérienne que par voie routière. Donc voilà, ça c'est les avions, les deux Martin Mars qui se trouvent sur le Sprout Lake, donc sur l'île de Vancouver. Alors voilà, la situation globale. Vous avez Vancouver, la ville de Vancouver. Un petit peu au sud, là, vous avez la ville américaine de Seattle. Là, en jaune, vous avez la frontière entre les États-Unis et le Canada. On est donc dans l'ouest du Canada. Les avions sont basés très exactement ici, à Sprout Lake. Vous avez la ville de Victoria qui est ici et le BC Aviation Museum, donc à Victoria, et juste sur l'aéroport de Victoria qui se situe là. Et là, j'ai laissé la capture. Vous avez un vol d'oiseau, vous avez 130 km. Je ne suis pas sûr que les routes soient carrossables avec un fuselage de Martin Mars. Donc il y a vraiment de très fortes chances que l'avion soit remis en état de vol, sachant qu'il n'a pas volé depuis 2016, et que ce soit son dernier vol. Et il y a de fortes chances que le dernier vol, ils en profitent pour faire un petit tour au-dessus de Vancouver et tourner dans le coin pour se montrer comme ils avaient fait la dernière fois. Bon, on va faire un petit peu d'histoire du Martin Mars parce que c'est quand même... Alors, c'est quand même un avion extraordinaire. C'est une machine qui a une histoire fabuleuse, et là qui se termine. Et s'il part au musée plutôt que découpé quelque part, c'est pas par hasard, c'est parce que c'est une vraie légende de l'aviation. Et quand on s'intéresse aux bombardiers d'eau, quand on lit à droite et à gauche que le Canadair, c'est le meilleur bombardier d'eau du monde, moi je dis non, c'est le Martin Mars. Bon, l'avion, il a une histoire qui est assez simple. À la fin des années 30, Martin, qui est un constructeur aéronautique américain qui est basé à Baltimore, construit un avion, un quadrimoteur de patrouille maritime pour l'US Navy, parce que, évidemment, il y a la guerre du Pacifique, on sent que ça va arriver, et qu'il faut du matos. Donc, ils font un quadrimoteur géant qui est destiné à la patrouille maritime et à la lutte anti-navire. Sauf que, finalement, le prototype est un peu lent et que le concept n'a pas vraiment d'avenir. Donc, la guerre commence, et ils se rendent compte que les Japonais, ce genre d'avion, ils en feront qu'une bouchée, donc c'est même pas la peine. Les avions
de série commencent à être construits et sont modifiés sur chaîne pour être des avions de transport. Transport de troupes, évacuation sanitaire, transport de matériel, parce que dans la guerre du Pacifique, il y a besoin de logistique, et cet avion-là, pour aller ravitailler certaines îles où il y a des combats, c'était pas un mauvais calcul. Les avions sont construits, entrent en service à la toute fin de la guerre, et il y en a 6 ou 7 de construits, puis la fin de la guerre arrive, et ben, comme pour tous les autres avions, la construction s'arrête, et il y a 7 avions construits. Final, il n'y en aura pas d'autres. Et les avions font une vraie carrière au sein de l'US Navy. C'est vraiment des avions qui ont été utilisés. Ils ont été notamment utilisés pendant la guerre de Corée pour faire des évacuations sanitaires de blessés, pour acheminer bah, toute la logistique de guerre dont il y a besoin en guerre de Corée, comme dans le Pacifique. C'est des avions qui sont retirés du service vers 1959. Les 4 avions survivants avaient aux alentours de 20 000 heures de vol. Donc c'est des avions qui avaient vraiment servi. Bon, il y avait d'autres appareils plus performants qui arrivaient, les Douglas. Bon. Et donc les avions sont retirés du service et sont stockés à Alameda dans la baie de San Francisco. Là, ils encombrent. Donc l'US Navy fait un appel d'offres, on a des avions à vendre, faut nous en débarrasser, faut dégager le terrain, là on a besoin de la place. Et il y a un ferrailleur qui lève la main, qui dit bon bah moi je vous les achète. Alors je crois que le prix était dérisoire, hein, c'était 10 000 dollars les 4. Et à ce moment-là, en Colombie-Britannique, comme vous le voyez, c'est une zone qui est extrêmement boisée. Et les industries les plus riches du secteur sont les industries forestières, puisque les maisons sont en bois, donc il y a de l'exploitation forestière. Et le principal danger des exploitations forestières, c'est le feu de forêt. Et on est donc dans les années 60, il y a déjà des expériences qui sont menées avec des beavers ou des Catalina à droite et à gauche, donc les bombardiers d'eau commencent à devenir des outils utilisables. Et un des responsables de l'aviation d'une des compagnies se dit, mais il faudrait qu'on trouve d'autres avions. Qu'est-ce qu'on a comme hydravion à acheter à pas cher pour se doter d'une petite flotte? Et puis il se renseigne, puis il se dit, mais tiens, les Martin Mars, qu'est-ce qu'ils deviennent? Et puis, bah, alors, il n'y a pas Internet à l'époque, hein, donc pour trouver les informations, il faut s'accrocher. Et il apprend par, je ne sais pas quel biais, que les avions ont été retirés du service et puis sont à vendre. Donc il appelle l'US Navy, et l'US Navy lui répond, non, on vient de les vendre à un ferrailleur. Donc le gars de l'US Navy lui donne le numéro de téléphone ou l'adresse postale, parce que je ne sais plus si ça fait par téléphone ou par courrier. Il s'adresse au ferrailleur en question, qui lui dit oui, oui, c'est moi qui les ai achetés, on va les récupérer, on va les découper. Et là, le Canadien dit bouge pas, je regarde. Et là, il lui a fait une proposition financière qu'il ne pouvait pas refuser. Je crois que chaque appareil était acheté 100 000 dollars, quelque chose comme ça. Et c'est comme ça que les avions ont été ensuite rapatriés donc à Victoria, sur cet aéroport, où ils ont été modifiés en bombardier d'eau, donc avec des soutes. Alors, je suis pas sûr qu'ils faisaient tous 27 000 litres, ça c'était le Hawaï, mais les premiers faisaient peut-être un petit peu moins. Ils avaient les portes à eau qui s'ouvraient sur les flancs, drôle de système. Et en fait, finalement, les avions sont transformés, rentrent en service et effectivement se montrent très rapidement, très efficaces. Il faut dire que ils couvrent 2 hectares par largage, donc quand ils arrivent sur des petits feux, c'est vite réglé. Le truc, c'est qu'il y a un premier avion qui est perdu sur accident dans la région de Nanaimo. Alors, c'était pas l'équipage habituel, et ils ont commis une erreur fatale en ce qui les concerne, c'est que ils sont arrivés sur un feu et ils ont essayé de faire un largage en remontant la colline, sauf qu'en montant, ils ont perdu de la vitesse et ils sont arrivés, avant d'arriver sur le feu, en limite de vitesse, et ils n'ont pas eu le réflexe de larguer la charge. Et donc l'avion a décroché, il est tombé sur la colline et ça a fait 4 morts. Donc ça faisait, sur les 4 avions qui avaient été achetés, il y en a déjà un de moins. Quelques années plus tard, il y a une tempête qui touche la Colombie-Britannique, une tempête venue du Pacifique. Et à ce moment-là, l'avion était au parking sur l'aéroport, sur un chariot à roulettes, puisque les Martin Mars sont des purs hydravions, n'ont pas de train d'atterrissage. Par contre, pour la maintenance, on les monte sur un chariot adapté, qui a été créé spécialement pour eux, avec des roulettes, pour pouvoir les manipuler et puis pour les mettre à sec. Et il est sur son chariot, sur l'aéroport, et là, la tempête arrive, l'avion a beau être amarré, les amarres cassent, l'avion est emporté par le vent, va taper contre un mur, et là par contre, il est cassé, il est mort. Il a été utilisé comme réserve de pièces détachées, puis après il a été ferraillé. Restait 2 avions, donc le Hawaï et le Philippines, et eux, ils ont fait... Alors le Hawaï a été retiré du service comme bombardier d'eau en 2012-2013, et le Philippines, lui, a arrêté son service en 2007. Alors, pour vous donner une idée, le Hawaï, donc il est acheté en 1959 avec 20 000 heures de vol, et actuellement,
il a 23 497 heures de vol. Ça veut dire qu'il a fait, pendant les 50 dernières années, à peu près 70 heures de vol par an. Donc c'est des avions qui ont très peu volé. Par contre, ils ne volaient jamais pour rien. Ils ont travaillé sur 4000 feux. Il a effectué 8000 largages, ce qui représente la bagatelle de 182 millions de litres largués, sachant que chaque largage fait 2 hectares. Ça cause. Et juste petite précision, l'avion est gros et lourd, mais il a été utilisé dans toute la Colombie-Britannique, et le relief de la Colombie-Britannique, c'est pas un petit relief, hein. Ça sont des montagnes, il y a des vallées très violentes, c'est des endroits où il y a beaucoup de vent, beaucoup d'entrées maritimes, c'est un territoire, c'est... Allez, j'ose la comparaison, mais c'est plus grand que la Corse et c'est sans doute un petit peu plus difficile. Et l'avion a volé là-dessus, sachant qu'il avait besoin pour l'écopage. Alors c'est pas un Canadair, hein, il est un petit peu moins performant que le Canadair à l'écopage. Il faut un peu plus de temps pour remplir les 27 000 litres. La distance de sécurité sur le plan d'eau, c'est 5 km. Ceci dit, dans toute la Colombie-Britannique, j'ai la carte dans mes archives, il y a à peu près 150 points d'eau utilisable par le Martin Mars sur tout le territoire. Il y a relativement peu de zones inaccessibles au Martin Mars dans toute la Colombie-Britannique. Il a beaucoup servi en Colombie-Britannique pendant donc 50 ans. Il a fait plusieurs missions aux États-Unis, notamment en Californie, en 2007-2008. Alors, juste une indication, en 2007, sur l'opération en Californie, il était loué 15 000 $ par jour de location, plus 8 000 $. Je vais reprendre. Pour le short, ce sera mieux. Donc, il était loué 15 000 $ par jour de location, auquel s'ajoutent 8 000 heures de vol, 8 000 $ par heure de vol effectué. Pareil, la Californie, c'est tout plat. Ceci dit, il était sur la réserve d'eau d'Oroville, il a été sur un lac au sud, effectivement, il est intervenu dans des endroits. Enfin, il est plus intervenu sur Central Valley que sur les reliefs, mais normalement, il n'y avait pas d'ambiguïté. Il a été aussi utilisé sur les feux majeurs qui ont eu lieu sur la frontière entre le Texas et le Mexique, ou le Texas ou Nouveau-Mexique, je ne sais plus lequel des deux États. Bon, en tout cas, voilà, l'avion a beaucoup volé, et surtout en Colombie-Britannique, c'est devenu une vraie légende. Sprout Lake, c'est une des attractions de Sprout Lake. S'il y a des touristes qui traînaient à Sprout Lake à une époque, c'était pour aller voir les Martin Mars. C'est les derniers gros hydravions en état de vol dans le monde, à moteur à piston. Ils le sont restés très longtemps. À tel point qu'en 2015, donc, le contrat avec la Colombie-Britannique s'achève, je crois, en 2012-2013, ce qui fait scandale parce que l'avion venait d'être remis à des standards, notamment d'avionique, assez impressionnants. Voilà, ça c'est le cockpit d'origine, donc avec une instrumentation de base, les leviers de commande des moteurs, les radios, point. Remis au goût du jour, on voit que les instruments de base ont été remplacés par des écrans, et avec des radios un petit peu plus modernes. Bon, ça paraît dépouillé comme ça, mais c'est pour une bonne et simple raison, c'est que c'est pas un avion à 2, c'est un avion à 3, et là on se rend compte que voire 4, le mécanicien navigant, il a quand même un beau poste de travail, digne d'un Boeing 747, première génération. Il a lui aussi les gaz, richesse, pas, et tout ce qui est circuit, quoi, parce qu'il y a beaucoup de réservoirs. Là, je pense que c'est le circuit carburant, là. Donc, on voit qu'il y a du travail. Et puis, en passe-feu, il faut gérer donc la richesse, le pas, les températures, parce que c'est moteur à piston, donc la température, c'est un point important. Donc, c'est pas un avion facile. Malgré tout, ils sont allés combattre des feux en Colombie-Britannique. Donc, le contrat n'est pas renouvelé à partir de 2012-2013. C'est une décision du gouvernement de Colombie-Britannique. Je pense que l'avion est totalement périmé, ce qui est moche parce qu'à ce moment-là, Coulson, qui avait racheté les avions en 2007, venait de les moderniser, donc avec les écrans, et donc l'avion était prêt pour repartir. En plus, on voit bien qu'il avait volé 3500 heures de vol en 50 ans, donc autant dire que bon, il ne s'était pas beaucoup usé. Il avait des systèmes d'analyse d'usure de la cellule et des accéléromètres situés à certains avions pour savoir si les facteurs de charge que l'avion prenait pendant les vols étaient plus ou moins forts. Et en fait, l'avion supportait très très bien. Les facteurs de charge encaissés n'étaient pas dramatiques. Donc l'avion était très bien suivi, très bien entretenu, bonne disponibilité. Donc bon. Donc l'avion est retiré du service, ça fait scandale parce que c'était quand même un avion lourd, et on sait que pour atteindre des feux, des fois une attaque lourde, c'est pas plus mal, et remplacé par des air tractors. Donc financièrement, effectivement, c'était peut-être un peu plus léger les air tractors, mais en termes d'efficacité, il y a toujours des discussions en cours. L'avion a été loué en 2015 par une école de pilotes d'essai chinois dans le cadre de la formation des futurs pilotes d'essai pour le programme Dragon, donc le fameux AG600, l'hydravion lourd chinois bombardier d'eau qui rentre en service
normalement cet été, les premiers pilotes d'essai n'avaient aucune expérience sur hydravion lourd, donc ils sont allés louer le Mars pour faire quelques heures de vol, pour comprendre ce que c'est que de poser un hydravion lourd. Et ça a été ses derniers vols. Son dernier vol, ça a été en 2016, c'était le retour du meeting d'Oshkosh, où il avait été présenté en vol, sans doute avec l'idée derrière la tête de le vendre comme avion de collection, mais enfin c'est un avion... Vu sa taille et vu ses contraintes opérationnelles, Kermit Wicks, grand collectionneur devant l'éternel, avait volé dessus, était peut-être intéressé par l'acquérir, mais bon, c'est compliqué. Il faut vraiment un lac de 5 km de long pour le faire voler. Donc, le British Columbia Aviation Museum va récupérer, et d'après ce que j'ai vu tout à l'heure, juste avant de prendre l'antenne, le transfert pourrait se faire cet été. Parce que comme l'avion était disponible à la vente, visiblement il a été maintenu à minima, et donc le remettre en état de vol rapidement est envisageable. Donc affaire à suivre. Le musée en question, il est là. Alors il n'est pas très grand, mais il y a de la pelouse pour recevoir le... Bon, on ne le mettra peut-être pas là parce qu'il y a la piste 32, mais là il pourrait être exposé ici. Faire un cheminement d'accès, tourner autour. Alors oui, il aura du mal à être abrité parce que vu sa taille, 61 mètres d'envergure, je rappelle. C'est un petit musée qui a l'air sympa, donc j'ai regardé un petit peu ce qu'ils avaient comme appareil exposé, pardon. Il y a quelques bricoles sympas. Ils ont un Nieuport 17, un SE5A, un Norseman, un Stinson Reliant, un Avronson, un Bolingbroke. Alors le Bolingbroke, c'est la version année avancée du Blenheim dont on a parlé il n'y a pas très très longtemps là, à propos des FAFL. Du T6, du Spit, un Lancaster, un CB, un hydravion motomoteur sympa, un Viscount, quadrille turbine britannique des années 50, un avion de ligne, un Starfighter, un Invader, donc c'est un A26 bombardier d'eau qu'ils ont récupéré auprès de Conner, un Tracker, mais c'est pas un Firecat, c'est un CP121 militaire Royal Canadian Navy, un Convair 580 qui est arrivé il n'y a pas très très longtemps, et je pense que c'est lui qu'on voit ici, c'est un avion de chez Conner, une Alouette 3, et donc bientôt un Martin Mars. C'est moi ou la densité du largage est meilleure que sur la 400M? Ah bah monsieur, c'est sans comparaison. Là, tu as 27 000 litres. Déjà, c'est 7 000 de plus. Donc, tu as un Canadair en plus. Et oui, ça tombe droit. Et là encore, il a largué haut parce que c'était une démonstration. Mais en attaque directe, oui, c'est ce genre de truc. Alors, ça peut défoncer des arbres, hein, pour être très clair. Quand même pas un largage anodin. Oui, c'est un vrai bombardier d'eau. Voilà, c'est fait partie des avions qui ont une vraie carrière de bombardier d'eau parce qu'ils ont été équipés. Et surtout le Hawaï, qui avait lui par contre des trappes ventrales, il en avait une vingtaine. Donc quand tu ouvres tout d'un seul coup, ça tombe de rue. C'est une vidéo qui a été faite donc dans le port de Vancouver par un monsieur qui s'appelle Malcolm Davis et la vidéo est accessible sur le YouTube. Malheureusement, j'ai pas pris le lien, donc je vous invite à faire Martin Mars Vancouver dans YouTube et vous regardez la vidéo en entier. Merci à lui d'avoir filmé ça, parce que quand même, qu'est-ce que c'est beau. Qu'est-ce que c'est beau, c'est paquebot désert. Ah là là, mon Dieu.
On aurait eu ça sur Notre-Dame, on l'éteignait une seule fois. Oui, mais on défonçait la cathédrale, jeune homme. Je te rappelle que voilà, on l'éparpillait sur les 6 premiers arrondissements. C'est exactement ça le problème. Donc, le Martin Mars, le Hawaï, va partir au musée, va être convoyé par les airs, peut-être cet été. Reste le sort du Philippines et ça fera l'objet d'un autre article. Sur l'histoire du Martin Mars, bah, vous renvoie sur le Fanal de l'aviation d'août 2019 où j'avais fait un petit papier sur les Martin Mars. J'avais repris un petit peu tout ça. Et donc, j'ai eu un courrier des lecteurs. J'ai eu 2 courriers des lecteurs à propos des émissions précédentes où on avait évoqué les trackers. J'ai dit deux petites bêtises. Alors, premièrement, sur le T07, j'ai eu un message de l'association SOS Tracker T07 qui me précise, vu les inquiétudes que j'avais exprimées à l'antenne, que l'avion sera bien étanchéifié et qu'à terme, il y aura un abri. Donc, bien content, l'avion va être abrité. Alors, il faudra peut-être le temps de le construire, je ne sais pas comment. Bon. Mais en tout cas, à terme, l'avion sera abrité, étanchéifié. Donc, très bien, parfait, merci pour l'info. Je me devais de la répercuter parce que ça me paraît être une donnée importante. L'autre nouvelle, c'est un mail que j'ai reçu hier et qui m'a fait beaucoup rire et qui en même temps m'a fait très plaisir. J'ai dans l'émission qu'on a faite autour du T15 qui est arrivé à Albert, j'avais dit que Philippe Priou était sans doute le pilote de tracker le plus expérimenté sur le type. Et j'ai pris un message dans les dents de quelqu'un que j'avais effectivement croisé à la sécurité civile en 2005, hein, mais comme ça faisait longtemps que je n'avais pas eu de nouvelles, donc j'avais oublié qu'il existait. Il s'appelle Jean-Louis Meyer. Jean-Louis Meyer a été pilote dans l'aéronaval sur étendard 4M, mais il a surtout fait une très longue carrière à la sécurité civile et il a fait lui aussi quasiment toute sa carrière sur Tracker. Et alors il m'a envoyé un message pour dire je voulais juste soulever le point essentiel. Enfin, en fait, c'était pas du tout agressif, même un message vraiment super sympa d'ailleurs. En effet, arrivé au secteur Tracker en janvier 84, après un an de copilote sur DC6, je n'ai quitté le secteur Tracker qu'en septembre 2012 à 65 ans révolus et 4415 heures de vol sur ce magnifique avion qui m'a procuré tant de joie. Et contrairement à nombre de mes camarades, j'ai eu le droit à un dernier vol très réussi. Jean-Louis Meyer était à la fin de la carrière du T2, donc le dernier tracker à moteur à piston, était le pilote attitré du T2. C'était son avion. Et moi, j'avais mon premier reportage à la sécurité civile à la base. C'était autour des trackers en 2005 avec le regretté Bernard Servière. Et j'avais eu les honneurs du secteur tracker et il m'avait présenté Jean-Louis Meyer qui m'avait expliqué. Bon, moi, le T2, c'est mon avion. Et d'ailleurs, il avait son nom sur l'avion, ce qui est à la sécurité civile ne se fait jamais. C'est le seul à jamais avoir eu son nom sur un avion. Et c'était sur le T2. Ça, c'est une photo qui est prise en 2005. Le T2 est retiré du service en 2006, donc là, il était encore opérationnel. D'ailleurs, le jour où je fais la photo, je l'ai vu voler. Et il m'avait expliqué que c'était un avion un peu compliqué. En passe de largage, la richesse, le pas, les tempêtes. Donc, c'est un avion sur lequel il fallait faire attention. C'est un avion sur lequel il volait assez régulièrement à deux. Il était utilisé en gare, mais relativement peu souvent. Par contre, il l'utilisait régulièrement comme avion de coordination, qui pouvait aussi larguer. Donc, il avait une utilisation particulière, cet avion, puisqu'il était un petit peu spécifique. Et donc, là où Fifi a 3500 heures de vol en 20 ans sur le tracker, ce qui est quand même un chiffre qu'on va considérer comme très respectable, parce que c'est pas des avions de ligne, hein, ça vole pas 900 heures de vol par an, et ben Jean-Louis Meyer m'a envoyé un petit mot, parce qu'il a vu l'émission sur le T15, et peut-être qu'il verra celle-là, je le salue, et je le remercie pour son message, de me rappeler qu'effectivement, lui, avec ses 4415 heures de vol sur Tracker, quand même une expérience sur l'appareil assez impressionnante. Un jour, il faudra qu'on s'occupe de recueillir les témoignages de ces gens-là parce que je suis sûr qu'ils ont beaucoup à raconter. Alors, je lance l'appel. Soit je vais faire un petit stage dans le sud et puis je fais le tour des popotes et puis je vous fais raconter vos souvenirs. Soit pensez à les écrire, pensez à prendre des notes, pensez à faire conserver vos carnets de vol par vos familles, par vos photos, qu'on puisse avoir une mémoire de ce qui s'est passé à la sécurité civile pendant le temps où vous y étiez. Aujourd'hui, ça vous paraît peut-être futile, mais dans les années qui viennent, ces documents-là vont devenir extrêmement précieux et très importants. En tout cas, ça fait plaisir de voir qu'on est suivi et écouté par ces gens-là et qu'on reçoit des courriers qui sont juste là pour dire « Attends, t'as dit une petite bêtise, corrige-la la prochaine fois. » Ben voilà, on le fait volontiers parce que ça fait partie du boulot. Il est temps de rendre l'antenne. Merci d'avoir suivi jusqu'ici et je vous dis donc à
très bientôt.